Je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez un petit peu d'où je parle. Donc, je suis Cécile Goy, je suis enseignante-chercheur à l'université François Rabelais de Tours, dans un département de sociolinguistique et didactique du français langue étrangère, donc qui peut paraître être un petit peu saugrenu, mais dans une équipe de recherche qui associe des chercheurs de plusieurs univers, et notamment des sciences de l'éducation. Moi, je suis moi-même issue des sciences de l'éducation, puisque j'ai soutenu ma thèse en sciences de l'éducation sur la question de l'autorisation à réussir des enfants nouvellement arrivés en France. Il faut dire aussi que parallèlement à ce parcours de chercheur, j'ai été pendant longtemps, très longtemps, presque 25 ans, enseignante moi-même, dans le premier et le second degré, enseignante auprès des nouveaux arrivants et coordonnatrice départementale pour le département de l'Indre-et-Loire, où j'ai organisé, conçu, mis en œuvre avec mes collègues, bien entendu, un dispositif d'accueil dans le second degré et dans le premier degré pour les nouveaux arrivants. Donc simplement pour situer, les nouveaux arrivants, je pense que tout le monde les connaît, ce sont des enfants et des jeunes qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas ou peu le français. Donc mes recherches portent sur la question de la diversité, de l'hétérogénéité linguistique et culturelle, et particulièrement sur la question du lien et de la relation entre les élèves et leurs enseignants, et ce sera mon propos particulièrement aujourd'hui. Donc j'ai intitulé, à la demande d'Éric Rottier, que je remercie de son invitation, mon intervention de l'autorité de l'enseignant à l'autorisation de l'élève. Alors, pour commencer, on va faire un petit détour étymologique sur la question d'autoriser et s'autoriser. On a une première approche étymologique autour du terme auctorisare ou auctor, c'est-à-dire que l'étymologie d'autoriser ou d'autorisation, c'est l'auteur. Dans nos pratiques professionnelles, dans les institutions, dans les instructions officielles, on parle beaucoup de mettre l'élève au centre des apprentissages, de le rendre acteur de ces apprentissages. J'irai plus loin avec Jacques Ardoineau, avec Frédéric Lerbet, que vous avez déjà rencontré, en disant que l'une des missions de l'école, et nous allons y revenir tout à l'heure, c'est de rendre les jeunes auteurs de leur propre vie. En tout cas, la mission, c'est d'essayer d'y contribuer en partie. Donc, l'auteur, c'est celui qui produit, c'est celui qui crée. Ce n'est pas seulement un acteur, c'est celui qui génère sa propre vie, son propre destin. Alors je souris parce que c'est vrai que destin, c'est très connoté, mais j'entends par là peut-être que nous luttons tous les uns et les autres à défaire ou en tout cas à déconstruire les déterminismes sociaux et certains culturels qui amèneraient nos élèves à des impasses en termes d'apprentissage et des impasses parfois en termes d'insertion sociale ou d'intégration sociale et culturelle. Là, nous sommes là dans une lutte contre les déterminismes. Je reprends Frédéric Lerbet-Sereni qui dit « Je fais autorité pour l'autre si, d'en passer par moi, il s'augmente ». Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré Frédéric, mais elle a toujours des formules assez sibyllines, donc il faut un petit peu expliquer ce qu'elle veut dire par là. Il y a une étymologie du terme « autorisé » qui s'inscrit dans ogéo. Ogéo, ça veut dire s'augmenter, ça veut dire grandir. Et que veut dire Frédéric Lerbet-Sereni dans cette dimension-là? Elle veut dire que je vais faire autorité pour l'élève qui est en face de moi si, par sa confrontation à mon autorité, il va pouvoir grandir. Je ferai autorité pour lui si je lui permets de grandir. Ce sera, je dirais, le fil rouge, de mon propos. Alors, est-ce qu'on peut se dire que l'autorité de l'autre nous permettrait de devenir auteur de soi? Alors, vous voyez bien qu'en posant déjà la question, je donne déjà l'impression d'y répondre. Effectivement, on peut aller plus loin dans la définition du terme autorisé quand on voit que ça signifie donner la permission
donner le pouvoir et donner le droit. Vous voyez que déjà, avec ces trois étapes, nous sommes sur trois registres différents. Donner la permission, c'est « moi je sais » ou « je sais ce qui est bon pour toi et je t'autorise, je te donne la permission ». L'étape supplémentaire, c'est « je te donne le pouvoir », c'est-à-dire que non seulement je te dis que tu as le droit de le faire, que tu es autorisé à le faire, mais en plus je vais te donner les moyens de le faire. Et le droit, c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire que c'est institutionnalisé. Dans une autre perspective, on peut aussi se poser la question, et en tout cas c'est ce que nous disent les dictionnaires, c'est que autoriser, c'est rendre possible ou légitime. C'est-à-dire qu'on va au-delà d'une autorisation, je t'autorise à faire, c'est non seulement je t'autorise à faire, mais en plus, ce que tu vas faire, tu vas pouvoir t'approprier le résultat de ce que tu as fait. Tu deviens légitime à revendiquer ce que tu as fait. Attention, légitime à revendiquer, mais ça veut dire que tu en deviens aussi responsable. Si l'on pronominalise, on va continuer sur cette dimension linguistique, et puis après on laissera tomber cette dimension-là. Si on pronominalise autoriser en s'autoriser, on est sur deux logiques. Alors évidemment, il y en a bien d'autres, je vais en choisir deux. Celle qui correspond à une définition qui serait je peux faire quelque chose sans consulter quiconque, c'est-à-dire que d'autorité, je vais faire. Une deuxième acception, c'est je vais pouvoir m'affirmer comme référence indiscutable, c'est-à-dire je fais autorité. Tout à l'heure, nous avions notre collègue qui expliquait la fonction du leadership et la question du leader. Je discutais à ce propos la semaine dernière avec une de mes collègues canadiennes, où on a bien vu déjà que les anglo-saxons n'ont pas la même acception du terme leadership que nous. Et au Canada, ça va un petit peu au-delà, c'est-à-dire que par exemple, dans les politiques d'intégration linguistique et culturelle du Canada, avec les populations dites autochtones, donc ce sont les Canadiens qui disent autochtones, ça n'a pas la connotation péjorative que nous aurions ici, avec les autochtones, sont interviewés, sont partie prenante des constructions du changement politique. Bien sûr, les leaders dont le statut les pose en tant que tels, mais aussi ceux qui sont appelés les aînés, qui ne sont pas forcément vieux d'ailleurs, ce sont des aînés, ce sont en tout cas des personnes qui font autorité, par leur sagesse, par leur connaissance, par leur érudition, par leur capacité à transmettre. Et on voit bien là qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on a une dimension qui est « je peux faire les choses d'autorité, je décide que », mais je peux faire aussi autorité sans que pour autant le statut, mon statut officiel, institutionnel, le prédétermine ou l'organise comme tel. Qu'est-ce que je veux dire en passant par là? Ce que je veux dire, c'est que quand on passe de la notion d'autoriser et d'autorité de l'adulte à la question de l'autorisation de l'enfant ou de l'élève, c'est qu'on va passer d'une hétéroréférence à une autoréférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un autre que moi m'autorise à faire, quand un autre que moi détient l'autorité sur moi, je suis obligée de me référer à lui. Mais si je suis amenée à m'autoriser moi-même, c'est moi-même qui deviens ma propre référence. Donc je passe d'une référence orientée vers l'autre à une référence orientée et centrée sur moi. Et je pense que une des missions de l'école républicaine et de l'éducation nationale, c'est de permettre à ces jeunes qui nous sont confiés de devenir des références qui soient légitimes à leurs propres yeux. Mais pour ça, il faut qu'ils en passent par la confrontation à l'autorité d'adultes qui vont les accompagner, qui vont poser le cadre et les limites de cette autorisation qui va s'ouvrir à eux. Alors, je vais développer un petit peu. Alors, je fais ma présentation, j'avais prévu qu'on puisse discuter après, mais si certains d'entre vous veulent intervenir, soit parce qu'ils ont une critique, une remarque, une question à un moment, vous n'hésitez pas, je vous vois très très bien. Donc si vous levez la main, je pourrai m'interrompre et discuter. Et puis si vous ne le souhaitez pas, on pourra discuter à la fin de la présentation.
Donc là-dessus, est-ce qu'il y a besoin de caler quelque chose ou de développer davantage? Ce n'est pas nécessaire? Alors je continue. Donc le lien d'autorité enseignant-élève, quand je dis enseignant au sens large. Hein. C'est-à-dire que j'y inclus aussi, évidemment, les pilotes de l'avion et les capitaines de bateau. Donc j'y inclus aussi les chefs d'établissement et toutes les personnes qui sont engagées dans ce que notre collègue a appelé le leadership. Je le disais, la mission de l'école républicaine, alors bon, on vous en a probablement rebattu les oreilles, même si ce n'est pas particulièrement intéressant et passionnant. Moi, je la définis aujourd'hui, hein, si vous me prendriez dans une autre organisation, une autre structure, je la définirais peut-être différemment, en tout cas avec des points qui me sembleraient plus essentiels. Mais ici, en tout cas, je vois 3 points dans la mission de l'école républicaine. Le premier, évidemment, on l'a dit, c'est de faire construire des savoirs, de développer des compétences, de mener des apprentissages. Mais c'est aussi permettre l'accès à l'autonomie. Nous devons aussi permettre que ces apprentissages, même si nous en sommes tuteurs pendant un grand moment, si les parents l'ont été avant nous et si en tant qu'enseignants nous le devenons et nous le restons un grand moment, l'intérêt c'est quand même que ces apprentissages à un moment ou à un autre, et en tout cas les apprentissages de la vie, se fassent de manière autonome. Donc nous avons pour mission d'accompagner l'autonomie de nos élèves, et si nous sommes passés de l'instruction publique au ministère de l'Éducation nationale, c'est bien que nous formons aussi de futurs citoyens. Alors, on a beaucoup entendu parler de la construction des apprentissages et du développement des compétences, mais le développement de la compétence citoyenne, je ne sais pas si on pourrait la définir ou en tout cas la circonscrire, mais probablement qu'elle est, pour ce qui nous concerne, une des missions de l'école républicaine. Et que le lien d'autorité entre les enseignants, ou en tout cas les adultes auxquels il est confié, et l'élève, il relève de cette mission-là. Nous avons une mission d'insertion et d'intégration sociale. Ce lien d'autorité entre l'adulte, les enseignants et les chefs d'établissement et les élèves, il vise aussi à permettre à l'élève de s'approprier un monde qui ne l'a pas attendu pour exister. Alors là, je paraphrase assez grossièrement Francisco Varela, hein, qui dit que le tout petit, le petit homme, hein, quand il naît dans un monde, ce monde-là, il existait avant et il ne l'a pas attendu pour exister. Et que pour autant, même si on est dans une approche, une épistémologie constructiviste ou socio-constructiviste, ça n'empêche que ce monde-là ne l'a pas attendu pour exister. Et que l'une des fonctions et l'une des missions des adultes qui sont placés sur la route des petits hommes, c'est de leur permettre de s'approprier ce monde dans lequel ils sont nés, qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils vont s'approprier et avec lequel ils vont aussi, et pour lequel ils vont contribuer à façonner. À l'école, et de manière, quand je dis à l'école, n'y voyez pas l'école élémentaire, hein, voyez, je dirais, tout ce qui concerne l'éducation de la maternelle, je dirais, jusqu'au lycée, en tout cas jusqu'à l'âge adulte. L'école a à construire un cadre qui est un cadre disciplinaire, hein, mais qui est aussi un cadre éducatif et social. On verra... Éric de Barbieux travaille beaucoup avec l'Observatoire national sur la violence, sur la prévention de la violence dans les établissements scolaires. Et il insiste sur cette notion de cadre éducatif et social. Hein. Et à mon tour, j'y insiste. Ce cadre éducatif et social, il a pour fonction de contenir l'enfant et l'élève, et surtout l'adolescent, parce que à l'adolescence, il y a beaucoup d'agitation, hein, dans nos adolescents. Des agitations émotionnelles, des agitations pulsionnelles, beaucoup d'agitations.
Et nous avons à les contenir. Alors quand je dis les contenir, ce n'est pas de manière coercitive, hein, c'est bien que parfois. Mais bon, il faut les aider à contenir tout ce qui parfois les submerge, et en tout cas les rend parfois un peu étrangers à eux-mêmes. Et pour ça, il faut aussi connaître les codes et les règles du cadre éducatif et social qui est le leur, en tout cas qui va le devenir. Et ce qui est d'autant plus prégnant, depuis ce que l'on soulignait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le collège unique, c'était plus nous allons, hein, plus la diversité et l'hétérogénéité est la règle, et de moins en moins l'exception. Diversité et hétérogénéité sociale, hein, puisque des enfants et des jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles se retrouvent au collège ou au lycée, et des enfants et des jeunes de toutes origines culturelles, linguistiques. Et pour tous ces jeunes-là, le cadre qui pour nous va de soi, hein, un cadre éducatif avec des règles, avec des normes, avec des codes, pour certains d'entre eux, ça ne va absolument pas de soi. Quand les parents ne transmettent pas le même cadre, hein, ou quand ils ne sont pas à même de le faire respecter. Et c'est alors au collège et aux enseignants et aux adultes qui y travaillent de permettre aux jeunes de connaître les codes et les règles du monde qui les attend et dans lequel ils évoluent. Sur la même idée, je dirais que ce lien d'autorité va aussi nous amener à construire un patrimoine culturel commun. Il ne faut pas penser que tous les enfants qui sont sur les territoires français partagent un patrimoine culturel commun. Je me souviens d'une réunion avec des enseignants du second degré où l'un des profs me disait « Oui, mais enfin, vous comprenez, c'est quand même le rôle des parents de dire aux enfants qu'il faut appeler son enseignant par son nom, lui dire monsieur, le vous voyez et retirer sa casquette avant de rentrer en classe. » Et pour ma part, alors vous pourrez contredire mon point de vue, pour ma part, je pense que ça n'est pas le rôle des parents de dire ce qu'il faut faire, c'est le rôle des parents de dire attention, vous devez, vous, mes enfants, vous adapter aux exigences et aux règles en fonction des lieux. J'ai vu des enseignants dans le même collège qui demandent à ce qu'on les appelle par leur nom, à ce qu'on les vouvoie et qui demandent à ce qu'on se lève à leur entrée en classe. Et j'ai vu dans le même collège des enseignants qui demandent aux élèves de les tutoyer, de les appeler par leur prénom. Les enfants sont confrontés à cette diversité de règles et de codes. Le travail des parents, c'est d'aider les enfants à comprendre que dans divers lieux, avec diverses personnes, il y aura divers codes et qu'ils doivent les respecter. Mais c'est aussi aux enseignants de leur permettre de comprendre qu'il y a un patrimoine culturel partagé. Et quand je dis culturel, ce n'est pas simplement au sens de la culture artistique, hein, ce n'est pas connaître, pas seulement connaître tel ou tel écrivain ou tel musicien ou tel artiste, c'est aussi, en termes de culture éducative, partager des codes et des règles qui soient, en tout cas, acceptés de manière collective, partagée. Alors, je vais passer assez vite parce que je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur la notion du triangle pédagogique. Probablement que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc, je vais y passer très très rapidement. Simplement pour rappeler que c'est Houssay qui a développé cette notion de triangle pédagogique avec 3 pôles. L'élève. Alors j'ai mis le maître parce qu'ils étaient plutôt centrés sur l'enseignement du premier degré. Donc pour lui, dans son modèle, c'est le maître, pardon. L'enseignant et le savoir. Et il distingue donc les 3, je dirais, protagonistes des processus qui nouent chacun des protagonistes. Et il dit que c'est un jeu triangulaire, puisqu'à chaque fois que l'on va privilégier un axe, un processus, le 3e terme va faire ce qu'il appelle le mort. Le mort, c'est un terme qu'il a emprunté au bridge, hein, qui est un des acteurs qui est là, mais qui ne fait rien.
Donc Husserl développe l'idée qu'en fonction des idéologies, je dis bien des idéologies, des postures épistémologiques, des idéologies pédagogiques, on va alternativement ou exclusivement développer ou privilégier plutôt un processus qu'un autre et mettre le troisième terme, non pas forcément en position de tiers, mais en position de mort. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que dans la relation d'autorité et la notion de rapport à la loi et à la règle, les choix pédagogiques sont extrêmement puissants. On parlait tout à l'heure de leadership des futurs ou des chefs d'établissement, ou des futurs chefs d'établissement. Il faut connaître les choix pédagogiques qui sont ceux des enseignants avec lesquels on travaille et comprendre qu'en fonction de ces choix pédagogiques, de ces postures, voire de ces idéologies, le rapport à l'autorité, le rapport à la règle et à la loi et au savoir ne sera pas le même. Pour vous donner un exemple, la pédagogie dite traditionnelle. La pédagogie traditionnelle, ça vient de tradition. La tradition, c'est ce qui se transmet à l'identique, hein, c'est-à-dire ce qui se pérennise sans bouger, sans changer. Hein. Donc la pédagogie traditionnelle, elle est sur un axe que Husserl représente comme le processus enseigné, c'est-à-dire un espèce de duo pseudo-sentimental entre l'enseignant et le savoir. Et là, l'élève étant mis en demeure de faire le mort. On voit l'enseignant tout à fait heureux de développer son propre savoir, de le présenter à son élève, mais sans que pour autant celui-ci ne soit du coup acteur de la relation entre l'enseignant et le savoir. Je ne suis pas en train de dire que la pédagogie traditionnelle, sous certaines formes, par exemple le cours magistral, n'a jamais de zone de pertinence. Bien entendu que si, il y a des zones de pertinence du cours magistral. Quand on veut transmettre la même information à beaucoup de personnes, ce n'est pas la peine de la transmettre X fois à chacune des personnes si on peut la transmettre à beaucoup de personnes à la fois. Mais si on veut faire construire des savoirs par l'élève, ça n'a plus la même zone de pertinence. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'autorité de l'enseignant dans la pédagogie dite traditionnelle, c'est-à-dire dans des perspectives pédagogiques qui seraient récurrentes. Hein, c'est pas de temps en temps on fait un cours magistral et puis on fait des TD, et puis on fait des DP, et puis on travaille en groupe. C'est une pédagogie qui serait de manière récurrente traditionnelle, c'est que l'autorité de l'enseignant est légitimée aux yeux des élèves par le savoir qu'il détient. C'est ça qui légitime son autorité. Je suis érudit, je sais des choses, j'en sais plus et mieux que toi, mon élève, hein, et c'est ça qui me donne autorité sur toi. De là, si on reste dans une perspective exclusivement traditionnelle, l'enseignant fait la loi. C'est lui qui dit, parce qu'il détient l'autorité par la légitimation de son savoir, c'est lui qui dit, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé, ça tu peux pas. Et puis les jours où il est de bonne humeur, il va peut-être autoriser plus de choses que les jours où il est de mauvaise humeur, où il autorisera moins de choses. Alors, évidemment, je caricature, hein, mais c'est pour... Vous vouliez intervenir? Ah non, pas du tout. Bon. Excusez-moi. Heureusement qu'on n'est pas aux enchères, hein, parce que... Si, à l'inverse, alors vous savez qu'on oppose pédagogie traditionnelle et pédagogie active, je vous passe les détails de tous les entre-deux possibles. Les pédagogies actives, elles, je dirais, privilégient d'autres processus qui sont les processus former ou apprendre, c'est-à-dire soit entre l'enseignant et l'élève, où, je dirais, le contenu du savoir est le prétexte à faire construire une méthodologie, une stratégie, une approche intellectuelle et cognitive, ou alors une pédagogie qui privilégie le processus apprendre, c'est-à-dire dans le triangle pédagogique d'Husserl, le moment
où l'élève est mis en contact direct avec le savoir et l'enseignant est, je dirais, en retrait et guide, mais de manière extrêmement fine et très peu prégnante, ce rapport direct entre l'enfant, ou en tout cas l'élève, et le savoir, ces pédagogies actives sont différentes puisqu'elles n'introduisent pas l'enseignant comme légitime exclusivement par le savoir qu'il détient, et il l'est quand même, hein, puisqu'un enseignant, il est aussi recruté, enfin pour des choses très pragmatiques, il est recruté par rapport au savoir qu'il détient et à sa capacité à le didactiser. On oublie très souvent dans la formation qu'il ne suffit pas d'être brillantissime en mathématiques pour être un bon prof de maths. Il faut être brillantissime en mathématiques, mais il faut savoir être aussi un bon didacticien des mathématiques. Parce que même si vous êtes brillantissime et que vous ne savez pas faire passer ce que vous savez, vous allez vous faire chahuter. Donc, l'enseignant dans les pédagogies actives ne fait pas la loi, mais il en est garant. Mais une loi et des règles qui sont déterminées collectivement et de manière commune. L'enseignant, dans les pédagogies actives, est médiateur entre l'élève et le savoir. Il n'est pas dans un duo entre lui et son propre savoir qu'il met en scène, et parfois très très bien. Moi j'ai des souvenirs de profs adulés, adorés, qui étaient passionnants, qui étaient des orateurs formidables, qui nous contaient les choses avec tellement de charisme qu'on était fascinés. Pour autant, c'était entre eux et leur savoir. Ça n'empêchait pas que nous soyons extrêmement passionnés et dans une relation de quasi-dépendance. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, à ces enseignants un petit peu magiques. Mais dans les pédagogies actives, les choses se passent différemment et l'enseignant est plutôt un médiateur entre l'élève et le savoir. Et une des dimensions qui n'existe pas dans la pédagogie dite traditionnelle, c'est la place du groupe. C'est la place du groupe qui est médiateur entre l'élève et l'enseignant, on y reviendra, mais aussi entre l'élève et le savoir. C'est dans une approche, je dirais, socio-cognitiviste du type Vygotsky ou piagétien. C'est-à-dire que dans le conflit, dans la confrontation des points de vue, des raisonnements, des difficultés, dans ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, l'élève va construire en confrontant sa propre pensée à la pensée des autres, et pas seulement celle de l'enseignant. Cette notion de groupe, dans la question du lien d'autorité et du lien d'autorisation, elle est très importante parce qu'elle permet que le groupe et l'enseignant soient des régulateurs mutuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de la dépendance dont je parlais tout à l'heure, d'un enseignant qui soit extrêmement puissant, je dirais, et qui rende dépendants ses élèves, le groupe a une fonction de dégagement affectif et émotionnel. Alors, il ne sert pas toujours les intérêts du prof, je dirais puissant, mais il sert beaucoup les intérêts de celui qui serait ou de celle qui serait amenée à le remplacer en cas de défection, de maladie. Parce que nous avons tous connu des enseignants formidables avec lesquels les enfants ne mouftent pas, ils ne disent rien, ils ne mettent pas le bazar, mais alors dès que ces enseignants-là sont partis, celui qui passe derrière, autant vous dire qu'il a à ramer beaucoup s'il est sur un autre mode relationnel, et en tout cas, la personne sur laquelle étaient accrochés les enfants n'étant plus là, ça pose souvent des problèmes de discipline. Le groupe est régulateur. Il est tiers, il fait tiers dans une possible relation de dépendance, mais aussi dans une possible relation conflictuelle. C'est-à-dire que là on parlait des pédagogies traditionnelles qui se passent bien avec des enseignants idéaux presque héroïques, dans lesquels on aimerait parfois se projeter, mais à l'inverse, il y a aussi des enfants ou des jeunes avec lesquels ça ne passe pas du tout,
hein. Et quand on est sur un mode de relation comme ça, je dirais dans un seul sens, de l'enseignant à l'élève et puis à l'autre élève, mais qu'il n'y a pas de relation entre les pairs, évidemment, la relation de dépendance, elle peut être favorable si les sentiments de la relation sont positifs, mais ils peuvent être aussi complètement défavorables si ça n'est pas le cas. À l'inverse, l'enseignant est régulateur de la relation entre le groupe et l'élève, ou un élève et des élèves. Parce que laissé à soi-même, hein, un groupe, surtout de jeunes, génère ses propres dysfonctionnements, et des dysfonctionnements qui sont extrêmement douloureux et toxiques pour certains des élèves. Vous le connaissez tous, enfin, vous avez tous vu ces tyrannies de groupe. Hein. Je vois maintenant, par le cas des réseaux, des jeunes qui font sur Facebook ou Twitter des groupes contre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un élève, une élève qui n'a pas mis le bon uniforme de la journée et qui, le soir, se voit sur Twitter ou Facebook être l'icône bien malheureuse d'un groupe qui se dit contre telle ou telle personne. Donc le groupe génère des dysfonctionnements, il génère de la tyrannie, il génère du conformisme, alors même si effectivement les adolescents refusent l'idée qu'on puisse dire qu'ils sont conformistes. Hein. Mais vous le savez tous, enfin on le sait tous, hein, évidemment que les jeunes et les adolescents sont d'un hyper-conformisme, mais ils sont d'un conformisme au groupe dans lequel ils se reconnaissent, hein, qu'ils reconnaissent comme leur groupe d'appartenance. Il y avait d'ailleurs dans Le Monde, il y a ça quelques semaines, un reportage tout à fait intéressant et drôle d'un photographe qui avait mis en scène ce qu'il avait appelé les uniformes de la diversité. Et on voyait des photographies de jeunes garçons, tous habillés avec un pantalon baggy, un petit haut Adidas à 3 bandes et un sac-pack dans le dos. Hein, des Converse aux pieds, et toutes les jeunes filles, un slim bien serré, un petit haut mignon, les cheveux tirés bien lissés, et avec un sac Longchamp pour porter leur cours. Et on voit bien que ce conformisme, alors évidemment c'était mis en scène par un photographe artistique, hein, mais on voit là une forme de conformisme qui peut amener à, je dirais, générer de la tension et de la tyrannie, et en tout cas détruire l'estime de soi ou générer de la confusion, de la frustration et de la violence chez les jeunes. L'enseignant aussi, on le voyait tout à l'heure dans ce que disait le collègue, c'est la dimension d'équilibre entre le collectif et l'individuel. Hein. L'enseignant et le chef d'établissement, je dirais encore davantage, on y reviendra sur les aspects institutionnels, il a à réfléchir, à laisser de l'espace au groupe, bien sûr, mais aussi à l'individu. Quand je dis à l'individu, c'est évidemment aux enfants, aux jeunes. Hein. La parole individuelle de chacun d'entre eux peut avoir droit de cité, indépendamment du groupe, mais aussi à ses collègues. Hein. Chacun des enseignants peut aussi et doit avoir aussi un espace de parole individuel possible. Alors, sur des dimensions qui vous concernent peut-être plus directement, je dirais que jusque-là, on était un petit peu sur la nécessaire connaissance de ce qui se passe dans les classes, mais c'est un peu idiot ce que je dis, parce que la plupart d'entre vous êtes aussi des enseignants, hein, et avant tout des enseignants, ou en tout cas dans la sphère éducative et d'enseignement, donc évidemment, tout ce que je dis là, vous le savez. Mais en tant que leader, hein, avec cette notion de je fais le management, mais je suis aussi le leader qui fait autorité, hein, et une autorité qui est reconnue par mes pairs, il est important que vous veilliez à institutionnaliser réellement des fonctionnements de socialisation démocratique. Je veux dire par là qu'évidemment, il y a des instances démocratiques qui sont prévues, conseillées, préconisées, obligées. Mais la manière dont on les met en scène et en œuvre les rend efficaces ou totalement inopérantes. On peut très bien mettre effectivement une séance de vie de classe
suivant comment elle est menée, elle va être une vraie instance démocratique, en tout cas un vrai espace de parole spontané, ou non. Il en est de même pour la représentation des élèves dans les structures institutionnelles. J'ai assisté évidemment à plusieurs conseils de classe, à de nombreux conseils de classe. Si au moment où les délégués d'élèves ont la parole, on leur dit « Bon, vous avez quelque chose à dire, vous les élèves ?» « Ouais, bon, bah non, mais ça, là, non, c'est pas la peine. Bon, bah vous restez en vie de classe ou avec votre prof principal. » Dans les instances officielles, c'est marqué qu'il faut qu'ils soient. Et ils sont là. Donc vous pouvez dire, bah oui, ils sont là. Et on leur a donné la parole, sauf que dans la réalité des faits, on ne leur a pas donné la parole. Hein? Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on veut limiter la frustration et si on veut permettre des espaces de parole réels et une implication dans les instances démocratiques, il faut le faire d'une manière qui soit réaliste, parce qu'évidemment, on ne va pas les laisser déblatérer pendant des heures, mais qui soit quand même respectueuse à la fois de l'institution et des élèves qui se sont engagés. De la même manière, certains d'entre vous ont déjà vu probablement des moments où le délégué des élèves, quand on passe à la partie individuelle du conseil de classe, eh bien, pour peu qu'il n'ait pas forcément les résultats qu'on attendait ou qu'il ait un comportement pas très agréable en classe, il n'est plus considéré comme le délégué des élèves, mais il est considéré comme lui en tant que personne, et on en profite, maintenant qu'on l'a sous la main et qu'il ne peut pas trop faire grand-chose, pour lui dire tout ce qu'on a à lui dire. Donc on dévoie, on est en train de dévoyer complètement la représentation démocratique qui est celle du délégué d'élèves au moment du conseil de classe. Donc évidemment que dans les instances, les instructions officielles, c'est dit, maintenant, il est de la vigilance de chacun des acteurs de rendre opérationnelles, efficaces et respectueuses des textes les situations réelles. C'est ce que je voulais dire en disant, attention, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont là que vous avez fait votre boulot, c'est aussi parce que nous allons les écouter, nous allons prendre en compte ce qu'ils vont dire, nous allons pouvoir renvoyer des choses. Prendre en compte, ça ne veut pas dire prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Ça veut dire, on le sait tous, c'est entendre, dire oui, ben ça, d'accord, mais c'est pas possible, ou ça, c'est possible, mais pas maintenant, ou ben ça, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Je ne vais pas m'y attarder parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Nous sommes des enseignants, nous sommes des chefs d'établissement, nous sommes des éducateurs, puisque nous sommes dans l'éducation nationale, nous sommes des éducateurs, mais nous ne sommes pas les premiers éducateurs des élèves qui nous sont confiés. Et la place de la coéducation avec les parents, avec l'équipe éducative au sens large, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de partenariat extra-scolaire. Alors, vous allez me dire que tout ce qui est périéducatif n'a pas le vent en poupe en ce moment et que beaucoup d'associations, de structures qui avaient jusque-là une mission éducative périphérique à l'école se trouvent mises en difficulté. Mais pour autant, et plus les établissements sont en zone dite sensible, plus le maillage territorial, partenarial et collaboratif avec l'extérieur de l'établissement, plus ça c'est important. Plus on est dans une situation et un lieu dit sensible, plus il est important de pouvoir développer la coéducation, mais aussi le partenariat et la collaboration. Il en a été question tout à l'heure sur la question du leadership, mais je voudrais en reparler. L'équipe des enseignants, des adultes en général, doivent rester garants, ensemble, d'une loi commune et partagée. Tout enseignant
est garant du respect des règles et de la loi. Vous passez dans le couloir, vous voyez 2 gamins en train de se chipoter, même si on est fatigué. Bon, on est fatigué. Souvent, on se dit, bon, c'est pas ma classe, hein, après tout. Hein. Bon, si c'était moi qui les avais, je ferais quelque chose. Mais bon, là, c'est bon, hein, quoi. J'ai ma dose, j'ai fait ma journée, bon. En même temps, quand on fait ça, je le comprends, parce que je fais pareil, hein, enfin, je l'ai fait, et bon, alors avec les étudiants, évidemment, des étudiants adultes, c'est un petit peu différent, bien que parfois, ce sont des jeunes adultes, donc c'est pas si différent que ça. Mais en tout cas, dans les collèges et les lycées, et même à l'école élémentaire, on a souvent envie de détourner le regard, parce que effectivement, c'est un petit peu... bon, nous, on a fait notre boulot, c'est bon, quoi. Hein, chacun fait le sien, et puis les vaches seront bien gardées, sauf que là, bah non, peut-être pas, quoi. Peut-être pas. Et passer en faisant semblant de rien voir, il y a des moments où c'est confortable, mais il y a des moments où ça l'est un petit peu moins. Et je pense qu'il y a là aussi la nécessité que dans une équipe, on l'a vu bon, je dirais, c'est de cette manière relativement injonctive dont je vous parle maintenant, on l'a vu que cette injonction, elle était extrêmement assumée dans le champ anglo-saxon. Hein. Elle est moins ici. C'est pas tellement que ce soit mieux, hein, parce qu'on a bien vu que les injonctions, ça faisait pas grand-chose si on les sentait pas de l'intérieur. Hein. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire comme ça que si on le vit pas, on fera quand même que ce qu'on voudra et on n'aura pas forcément envie de changer ce qu'on fait. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la question du leadership distribué, même si effectivement je pense que c'est une dimension tout à fait intéressante. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut qu'il y ait un capitaine dans le bateau, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et évidemment, toute l'équipe travaille ensemble, mais une figure d'autorité est parfois nécessaire comme référence ultime dans certains cas. Et je pense que ça, en termes d'équipe, c'est très important. C'est très important pour les élèves et c'est très important pour les enseignants que l'équipe endosse les réussites, mais aussi les difficultés. La question de l'isolement, on le voyait avec le point de vue de Foulane en fin d'intervention, hein, la question de l'isolement des enseignants, c'est un affaiblissement de l'autorité symbolique. Pour chaque enseignant qui est chahuté, c'est un petit peu de l'autorité de tous qui est mise en difficulté. On voit des enseignants qui, de toute leur carrière, n'ont jamais été chahutés par des élèves. Et puis 2 ans, 3 ans avant la fin, eh bien, ils se retrouvent mis en difficulté par une classe. Il est important que les élèves comprennent que quand ils sont face à un enseignant qu'ils chahutent, c'est toute une équipe qui met en œuvre. Et ce n'est pas seulement la porte de l'enseignant d'à côté, c'est l'ensemble de l'équipe. De Barbieux le dit tout à fait clairement. Les établissements qui travaillent dans les zones les plus difficiles, qui rencontrent le plus de difficultés pédagogiques et de discipline, ce sont les établissements, et qui s'en sortent le mieux, ce sont les établissements où il y a une vraie solidarité entre les enseignants et avec les responsables d'établissement. Alors évidemment, ce n'est pas toujours simple parce que on ne peut pas non plus toujours suivre par un corporatisme aigu et non lucide des attitudes qu'on réprouve ou des manières de faire qui ne nous conviennent pas. Mais pour autant, c'est vrai que si on laisse un enseignant en difficulté relationnelle d'autorité dans sa classe sans qu'on intervienne, ou en tout cas sans que l'on fasse corps autour de cela, petit à petit, on a tendance à voir une ambiance délétère devenir de plus en plus importante. Je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre qui serait la vôtre dans vos établissements pour permettre des espaces de médiation et la
l'utilisation de personnes ressources. Je vous dis ça parce que j'ai travaillé dans la banlieue de Tours, dans des zones d'éducation prioritaire, et dans une école élémentaire où il y a eu pendant un moment beaucoup de violence, hein, et notamment une violence généralisée, hein, c'est-à-dire des voitures qui brûlaient dans la cour de l'école, des intrusions, beaucoup de violence, et beaucoup de violence pendant les récréations. Il a été mis en place une structure de médiation, c'est-à-dire que tous les enseignants qui étaient non chargés de classe faisaient un planning pour être à disposition pendant les récréations et pour pouvoir intervenir au moment des conflits et des bagarres. Il y avait énormément de bagarres. Ça a bien marché parce que ça a permis d'aller au bout de la résolution des conflits. Quand vous voyez des bagarres dans les collèges, souvent les surveillants interviennent, les CPE interviennent, mais on est dans l'urgence et on dit, maintenant c'est bon, arrêtez votre truc, chacun dans votre coin, on verra ça plus tard. Et le problème n'est pas résolu, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'issue au conflit. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on aura tourné le dos, ils vont recommencer, soit là, soit ailleurs, soit dehors, faire venir d'autres copains, et on n'aura pas d'issue favorable. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, qui ne méritent pas qu'on s'y attarde, mais il y a des choses qui méritent qu'on s'y attarde, et en tout cas qu'on trouve une résolution définitive. Alors, la question de l'adulte face à l'adolescent, là je vais parler de Rogers. Ce sont des lieux communs, mais qui me semblent importants à rappeler. La question de la congruence et de la fiabilité, ça paraît aller de soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, d'abord parce que on n'est pas toujours bien au top, on n'est pas toujours en pleine forme, on n'est pas toujours aussi fort qu'on le voudrait, hein, et on n'est parfois pas très congruent et pas très fiable. Et cette notion de fiabilité, notamment face aux adolescents qui ont besoin de se cogner à un cadre et à des limites qui sont stables et solides, elle est très importante. Une dimension qui est souvent ignorée dans les préconisations institutionnelles, c'est qu'on nous demande d'être des praticiens réflexifs, hein, de former des enseignants réflexifs, de développer la réflexivité dans les équipes, mais sans qu'on laisse la possibilité aux enseignants de le faire. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de lieux où il y avait des groupes d'échange de pratiques, et encore moins des groupes d'analyse de pratiques. Or, quand on est mis en difficulté dans la relation d'autorité et quand on est confronté à la violence ou à l'insubordination ou à l'indiscipline, l'utilisation des autres pour la résolution de ses propres difficultés, et notamment dans ce que ça nous renvoie de nos propres difficultés, un élève qui nous met en difficulté nous renvoie qu'on n'est pas un bon enseignant. Il nous renvoie qu'avec lui, on n'a pas su faire, on n'a pas su gérer, on n'a pas su l'aider, on n'a pas su le faire apprendre, on n'a pas su lui permettre de rester calme en cours, on n'a pas su faire. Alors, quand on est dans une équipe bienveillante, on va pouvoir dire, dis donc, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors vraiment, je ne m'en sors pas avec un tel et tout, comment ça se passe avec toi? Avec toi, oui, moi, ça dépend des fois. Non, avec moi, il met le bazar aussi. Bon. On va pouvoir, dégager quelque chose des affects et essayer de reconstruire, pardon, j'ai un gros chat. Reconstruire quelque chose, mais dans certains cas, on n'y arrive pas, hein, et on reste avec sa difficulté. Alors, posture défensive presque automatique, c'est la faute de l'élève, ce qui est souvent vrai, en partie, il en est aussi responsable. C'est la faute des parents qui ne l'ont pas bien élevé, c'est la faute des collègues qui tolèrent des choses que nous, on ne tolérait pas dans notre classe. Enfin, on dégage sa responsabilité pour pouvoir se supporter un petit peu mieux, ce qui est tout à fait humain, mais ce qui n'est pas forcément très constructif pour l'enfant.
Donc cette dimension d'échange et d'analyse de pratique, à mon avis, c'est un des biais par lesquels on peut tout à fait de manière intéressante développer et gérer au mieux les conflits qui nous opposent à nous-mêmes, en fait, hein, face à la difficulté qu'on a par rapport à certains élèves. Alors, bon, faire ce qu'on dit, évidemment, ça paraît aller de soi, hein. J'ai mis quelque chose, alors là, je pense que certains vont hurler, ou s'ils ne hurlent pas, ils vont en avoir envie. J'ai dit ne pas menacer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les pratiques qui ont été observées dans les recherches de certains de mes collègues, les enseignants et les chefs d'établissement menacent par anticipation. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas de soi, ça ne va pas de soi que la règle va être respectée. Ce qui va de soi, c'est qu'elle ne va pas être respectée. Donc avant même de dire quelque chose, on dit, bon, je vous préviens, si vous ne faites pas ci, si vous rendez trop tard, on va menacer avant même de postuler que la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura jamais de transgression, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. La transgression, bien sûr, probablement, il y en aura. Mais si on la postule comme faisant partie du deal, d'emblée, autant vous dire qu'on ouvre une porte magique à des jeunes qui sont experts pour voir la faille de l'adulte et experts dans la négociation. C'est-à-dire que si déjà vous dites, oui, bah tiens, si jamais vous ne faites pas comme ci, ou si jamais vous rendez en retard, ah, tiens, il a dit si jamais on est en retard. Ah bon, alors allons-y. Voyons jusqu'où on va pouvoir le pousser pour négocier. Alors, évidemment, cette manière très agressive de vous dire ne pas menacer, elle n'est pas forcément très à droite, mais elle est volontaire. Attention à ce qu'on dit. Mais ce sont souvent des réflexes, je dirais, éducatifs. Enfin, on les a aussi en tant que parents, très souvent. Hein. Mais si on veut que la règle et la loi soient respectées, ça va de soi qu'on ne met pas dans le deal, dans le package, la possibilité de la transgression d'emblée. La question de l'empathie, elle est soulevée par Rogers. Donc vous savez la différence entre la sympathie et l'antipathie. La sympathie, c'est rentrer dans les émotions et les sentiments de l'autre à tel point qu'on en est submergé. L'antipathie, c'est l'incapacité à comprendre, à ressentir l'émotion, l'affect de l'autre. Et l'empathie, dit Rogers, c'est la capacité à comprendre les émotions et les affects de l'autre sans pour autant perdre de vue que ce que vit l'autre, ce n'est pas ce qu'on vit soi. C'est ce qui permet à un psychiatre de tendre un paquet de mouchoirs à la personne qui pleure en face de lui. Ce n'est pas qu'il n'est pas touché par ce qui se passe, il est touché, mais il sait que ce n'est pas son histoire. Et il peut entendre des horreurs en étant relativement préservé de ce qui se passe. Par rapport à nos adolescents, c'est important de comprendre le point de vue de l'adolescent. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire ce qu'il veut qu'on fasse. Mais on peut comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il exprime, et l'émotion, voire négative, ou la colère ou la frustration qu'il peut ressentir. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre ce qu'il dit, qu'il y a une disparité des postures. Il ne faut pas penser qu'on est à équilibre, à parité avec nos élèves. Non, c'est nous les adultes, c'est nous les éducateurs, institutionnellement, c'est nous qui sommes responsables de nos élèves. Pour autant, il y a une parité du respect. Mais il y a une disparité des postures et il ne faut pas leur laisser penser qu'on est à parité dans la posture. Non, on ne l'est pas. De fait, on ne l'est pas. Même si on comprend les jeunes, même si on parle avec eux, même si on peut admettre et peut-être excuser un certain nombre de choses, ça n'empêche que, bah oui, les adultes, les responsables institutionnels, c'est nous. Et je dirais que ça ne va pas sans ce couple essentiel de tous les éducateurs, et je mets tout le monde dans le même panier, parents, enseignants, chefs d'établissement, co-éducateurs, qui est ce couple entre bienveillance et exigence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à faire comprendre aux adolescents qu'on leur veut du bien, on est là parce qu'on leur veut du bien. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire leur bien malgré eux.
mais on leur veut du bien. On va pouvoir se permettre d'être extrêmement exigeant. Un jeune qui se dit tel truc, c'est pas pour moi, c'est même pas la peine d'y penser, c'est pas pour moi, je sais pas faire, je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir me tenir tranquille, je vais pas pouvoir réussir mon exercice. Si l'enseignant ou le CPE ou le chef d'établissement lui dit « tu vas faire ça », et qu'il se dit « bon, celui-ci, celle-ci, je pense qu'il ne me veut pas de mal, il ne m'enverrait pas au casse-pipe pour le plaisir de m'envoyer au casse-pipe. » Il se dit « celui-ci ou celle-là ne me veut pas de mal, et pourtant il me demande de faire quelque chose. Moi, j'y crois pas, je ne crois pas que je vais y arriver, je ne crois pas que je peux, je ne crois pas que c'est possible pour moi. Mais lui, il y croit. Il y croit et finalement, il me veut du bien. Ben, peut-être que ça veut dire que je peux. » C'est-à-dire que l'exigence de l'adulte bienveillant prend le pas et le relais d'une estime de soi qui peut être effondrée, d'une exigence qu'on peut plus poser à soi-même pour certains d'entre eux. Et quand je dis ce couple-là, ça paraît antinomique. Hein. Quand je parle de bienveillance et d'exigence, on a plutôt tendance à dire exigence, bon ben voilà, c'est carré, on s'en sort pas, voilà. Ben, on peut être bienveillant, exigeant. Hein. Ben oui, tu as des problèmes chez toi, je sais que tu as des problèmes chez toi, je peux te comprendre, si tu veux, je veux bien en parler avec toi. Mais ça n'empêche que ton contrôle de maths, mon petit gars, tu l'emmènes, et tu le fais bien, et moi je le veux sur mon bureau demain, quelle que soit la situation. Je pense que cette dimension-là, ce couple-là, il est à favoriser, et ça ne se favorise pas exclusivement dans une relation interindividuelle. Hein. C'est aussi quand c'est porté par tout le monde. On l'a dit, vous m'avez entendu en parler et en reparler, la question de l'autorité, de l'autorisation, c'est la question de la règle, du respect de la loi et la question de la transgression. Quelle que soit la situation, il faut sanctionner la transgression. Alors, sanctionner la transgression, ça ne veut pas dire des sanctions extrêmes pour des trucs bénins. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un manquement, c'est alors, une politique que moi, je n'apprécie pas du tout, hein, ce qui s'appelle la politique du carreau brisé. Hein, c'est-à-dire si vous... Pardon ? Oui, voilà. Donc, si dans un établissement, si dans un lieu, il y a un carreau brisé qui n'est pas réparé, il y a fort à parier qu'au bout de quelques jours, tous les carreaux seront brisés et on ira vers de plus en plus de dégradation. Alors, j'adhère pas complètement à ça, parce qu'il y a derrière une idéologie américaine extrêmement coercitive et très peu empathique et bienveillante, hein, ou alors qui tombe dans un excès, je dirais, de charité bien ordonnée, très condescendante. Mais ça n'empêche que quand même, sur le principe, on a des dimensions importantes. Il ne faut jamais laisser penser qu'on est dupe. Les jeunes, je le disais, ils négocient, ils poussent. Hein. Vous êtes dans une classe, moi je l'ai vu, hein, un gamin sort son portable, il n'a pas le droit de sortir son portable, tout le monde le sait. Il ne fait pas de bruit, il sort son portable. Vous avez le choix de vous mettre à hurler devant tout le monde et apostropher tout le monde, ce qui fait que ça va être ce que moi j'appelle un sur-événement, c'est-à-dire d'un truc qu'il faut sanctionner. On va faire un truc plus important, donc vous savez l'accident, le suraccident, c'est-à-dire les gens qui vont rentrer dans l'accident parce qu'on n'a pas su sécuriser l'accident. Là, on est dans la même logique, c'est-à-dire d'une transgression qu'il va falloir sanctionner. Si on le fait d'une manière inadaptée, on va faire une surtransgression et un surévénement. Alors tout le monde va s'y mettre. Oui, madame, vous comprenez, mais pourquoi ? Mais il a quand même le droit. Mais non, il ne regardait pas son portable, il regardait juste l'heure. Oui, mais les portables ne sont pas autorisés ici. Oui, mais non, c'était juste, mais j'ai pas de montre, madame. Et voilà. Et puis alors tout le monde va s'y mettre, ça va être le chahut complet. J'ai vu dans le cadre de mes recherches, des enseignants. Ils ne faisaient rien. Ils ne faisaient rien. Au moment où ça sonne, ils disent, donc toi, tu viens à la fin du cours. Ils ne disaient rien. Les autres, quoi, madame, qu'est-ce qu'il a fait et tout ? Sortez. Sortez. Il dit, bon, je t'ai vu avec ton portable. Donc là, pour cette fois, ça passe. La prochaine fois, ton portable, moi, je le prends. On n'a pas été dupes. On n'a pas surjoué l'événement. Mais le gamin qui a transgressé, il sait qu'on l'a vu, qu'on ne laissera pas passer,
Et quand il va sortir, les autres vont dire, bah alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi t'as demandé de rester? Il dira rien, il dira peut-être. Mais il y aura un imaginaire. Dans l'imaginaire, l'enseignant n'a pas été dupe de la transgression. L'idée, alors, elle va de soi, mais en même temps, il faut quand même la rappeler. Les adolescents, ils ont besoin de se cogner à la fiabilité des limites du cadre posé par les adultes. Ils vont y revenir encore, ils vont sans arrêt y revenir. Mais ils ont besoin de s'y frotter. Aussi de transgresser. Ils auront besoin de transgresser. Nous, on transgresse tout le temps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on leur demande à nos élèves? C'est de nous imiter dans notre capacité à construire des savoirs, à le transmettre, mais on leur demande aussi de nous imiter dans la transgression de ces règles-là, dans notre esprit critique, dans notre conviction pédagogique, dans notre militantisme éventuellement. On leur demande de nous imiter dans ces dimensions-là. C'est-à-dire nous imiter dans notre adhésion et notre conformisme, et nous imiter dans ce que nous pouvons construire de non-conformiste, qui est le témoin de notre esprit critique et de notre capacité à être autonome. C'est ça qu'on veut leur faire avoir. Et il faut qu'on leur pose ces limites-là pour qu'ils s'y frottent, voire qu'ils les transgressent, jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes devenir leur propre référence. Quelque chose de très important, il me reste encore combien de temps? 5 minutes. J'ai vu souvent, et j'ai vu dans les travaux de mes collègues qui font des recherches sur la relation pédagogique, qu'on a beaucoup de mal à distinguer les individus des groupes. Par exemple, on va fonctionner par classe. On va dire, la 4e C, alors là, bonjour. La 5e B, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Et à l'intérieur de cette classe, on met tout le monde dans le même panier. On met tout le monde dans le même panier et on n'arrive plus à distinguer les individus. Alors, ça a des moments tout à fait favorables, c'est-à-dire que si on est dans la 5e B, très sympa, tout le monde a l'air sympa dans la 5e B, même les enquiquineurs. Mais si on est dans la 4e C, où, oh là là, c'est pas possible, ils enquiquinent tout le monde, même ceux qui enquiquinent pas, sont considérés comme des enquiquineurs. Et j'entendais l'autre jour une des élèves, une collégienne de 4e, qui disait « Je ne vois pas l'intérêt qu'on a à être un bon élève et à être sage. Parce que non seulement on a les mêmes sanctions collectives que les autres, du genre faire une dictée pendant la permanence parce qu'on a mis le bazar, on a mis le bazar, mais pas nous. Des gens dans notre classe ont mis le bazar et donc on est sanctionné comme tout le monde. Et en plus, l'enseignant mis en difficulté, qui craint la réaction des élèves les plus agressifs ou rebelles ou révoltés, va va vouloir asseoir son autorité sur les élèves qui sont en général pas forcément casse-pieds, mais qui profitent de l'événement pour papoter, pour dire... Et vont se faire attraper et enguirlander des gamins qui ne sont pas dans la transgression parce qu'on craint d'apostropher des élèves dont on sait, et c'est certainement vrai, que si on leur dit quelque chose, ça va vraiment dégénérer. Donc attention, et là je pense que le rôle du chef d'établissement est extrêmement important dans la régulation entre les réactions des enseignants et les élèves, et notamment dans les aspects de vie scolaire. Mais si vous voulez, on en discutera tout à l'heure. Dans la question du respect des élèves, ou du respect des personnes, ça semble aller de soi, mais l'idée de ne pas humilier un élève en public et de lui laisser une porte de sortie acceptable, à mon avis, là encore c'est relativement injonctif, mais quand vous êtes dans un conflit ouvert, quand vous voyez des jeunes en conflit ouvert les uns avec les autres, si on rajoute au conflit de l'humiliation, c'est pas que ça démange pas,
hein, parce qu'il y a des moments où on aurait bien envie. Et franchement, ce ne serait pas dommage. Mais il ne faut pas le faire. Parce que humilier un jeune, d'abord, on casse, parce que quoi qu'on pense, et tous les travaux de psychologie sociale le montrent, il ne faut pas penser qu'un jeune, il n'en a rien à faire du regard des adultes sur lui, de ses parents d'ailleurs, et des éducateurs. La parole d'un adulte, pour un jeune, même s'il a l'air d'être contre, même s'il a l'air de râler, même s'il a l'air de révolter, même s'il dit « mais enfin c'est n'importe quoi », ça fait son chemin. Parce que nous sommes des figures d'autorité malgré tout. Alors ça ne fait pas forcément son chemin là tout de suite maintenant, mais ça peut le faire plus tard. Donc humilier un élève, il faut l'éviter. Même si on en a parfois très envie, on a envie de lui dire ben, si ça pouvait te rabattre ton caquet, ça ne te ferait pas de mal. Surtout quand lui a pu être humiliant ou elle a pu être humiliant ou blessant avec d'autres. Et laisser une porte de sortie acceptable, voire permettre la réparation quand il y a eu transgression, c'est remettre un petit peu c'est permettre qu'on remette les compteurs à zéro. C'est-à-dire que dans la question de l'autorisation, c'est dire j'ai pu faire une erreur, j'en ai fait, mais l'autorité de l'autre m'autorise à dire c'est bon, j'ai fait une erreur. J'ai pu faire du mal, j'ai pu être cruel, j'ai pu blesser, mais je suis sanctionnée et je peux réparer. Alors là, on est dans une approche morale, alors pas moralisatrice, hein, mais morale et éthique de la relation à l'autre, c'est-à-dire que même chez les jeunes les plus rebelles et les plus révoltés, permettre la réparation ouvre parfois vers une relation à soi et à l'autre qui soit un petit peu plus positive. Je termine là, simplement avec une phrase de Rogers. Je dis simplement que faire autorité pour un élève, c'est pas être des adultes parfaits, ou des enseignants parfaits, ou des chefs d'établissement parfaits, c'est d'être des chefs d'établissement, des adultes, des enseignants suffisamment bons. Je paraphrase Winnicott avec l'idée de la mère suffisamment bonne, qui n'est pas une mère parfaite, mais qui est une mère qui est acceptable, et suffisamment acceptable pour que l'enfant puisse grandir près d'elle. C'est ce que nous devons faire. Et je rejoins Rogers qui dit, si on pose les limites d'autorité à nos élèves, l'adolescent pourra s'épanouir sans se perdre. Il sera contenu, même sa transgression sera contenue, et il aura la permission d'être libre, mais aussi, et donc aussi responsable. Je vous remercie de votre attention.